Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Maxime Kadjeli, je suis ingénieur et j'ai passé 23 ans dans une grande entreprise de pétrochimie. On a fondé Rongui Solutions en 2020. Le projet a maturé gentiment. Et on est une entreprise à mission. On est un petit cabinet de conseil, mais et aussi une petite entreprise à mission. Et notre raison d'être, qui est inscrite dans nos statuts, en fait, définit bien notre activité. On accompagne les entreprises pour qu'elles s'adaptent au changement climatique et qu'elles comprennent les risques que le climat fait poser sur l'activité. Et aussi, en retour, qu'elles réduisent leur impact sur le climat pour essayer de s'orienter vers des scénarios qui sont au total plus favorables. Alors, à cause de notre passé, bien qu'on soit basé dans les Alpes, on a à peu près la moitié de nos chiffres d'affaires qui est à l'étranger aujourd'hui. Et dans notre chiffre d'affaires et dans nos clients qu'on accompagne, il y a des grands groupes et puis aussi des innovateurs de tailles diverses et variées. Le fil rouge de tout ça, c'est souvent que ce sont des industries ou des gens qui utilisent beaucoup de matières premières qui peuvent venir de ces industries-là, du berceau de la fabrication jusqu'au recyclage ou la destruction potentielle. On est branché dans pas mal de réseaux, notamment un des réseaux qui est important pour nous. Il y a deux réseaux qui sont très importants pour nous, c'est la PCC parce que c'est là qu'on a notre aide autour je dirais de la théorie du carbone et de toutes les méthodologies autour de l'évaluation de l'impact environnemental. Et de l'autre côté, Accelera, qui est un réseau, un centre de compétences, un pôle de compétences dans lequel on est assez actif parce que là, on retrouve pas mal d'entreprises qui effectivement tombent dans notre secteur. Nos projets, on a eu des bilans carbone, des études d'impact climat, des analyses de cycle de vie également, et puis du support aussi à l'évaluation de l'impact des produits. On voit, il y a une belle éprouvette verte là, et aujourd'hui la chimie verte, c'est quelque chose qui commence à monter, et on essaye de donner des guides à un certain nombre des acteurs qui nous approchent. Alors, Rongui, c'est un nom chinois, c'est tout ce qui reste de notre cours de chinois. Et ça veut dire que pour que quelque chose soit simple ou probable, ou que ça se passe, il faut s'approprier le changement. C'est ce que veulent dire les deux idéaux. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, je vais passer au slide après. Voilà. Donc, ce dont on va parler dans la première partie, c'est la présentation du calcul des facteurs d'émission de la chimie. Et on a voulu faire ce webinaire parce qu'en fait, à chaque fois qu'on dit qu'on fait des bilans carbone et qu'on a travaillé dans l'industrie chimique, on se retrouve avec des tas de questions sur des tas de choses parce que tout le monde le croise. Alors, la raison pour laquelle tout le monde croise des facteurs d'émission de la chimie, c'est que la chimie est vraiment présente de partout. Alors, si vous vous souvenez de vos anciens cours de chimie, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, il y avait la chimie minérale et la chimie organique. La chimie minérale, elle vient essentiellement de différents minéraux un peu inertes qui vont venir du sol d'une façon ou d'une autre et qu'on va transformer pour faire des gammes de produits. La chimie organique, elle est pétrosourcée, elle vient en général du pétrole. Les deux se croisent d'une façon ou d'une autre. Dans la chimie organique, il y a aussi des biosourcés. Il y a des biosourcés qu'on connaît très bien, par exemple le caoutchouc naturel qui est très présent, notamment dans l'industrie du pneumatique. Donc, ces deux chimies se croisent, se mélangent et vont in fine aller dans la plupart des segments que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec des entreprises ou lorsque vous vivez votre vie de tous les jours. Il y a toute la consommation grand public, tous les produits de nettoyage, tous les produits de type parfum, produits d'entretien, les savons, etc. Tout ça, c'est de la chimie, c'est des réactions et ça va venir et puiser dans cette industrie chimique qui fournit toutes ces molécules. Dans l'agriculture, on parle de la protection des pentes, de la fertilisation. Les engrais azotés, c'est vraiment c'est une grosse partie de la chimie minérale aujourd'hui. Et puis dans toute l'industrie de service, à chaque fois qu'on fait du traitement de surface, du traitement d'eau, qu'on fabrique des peintures, qu'on va être dans le bâtiment, qu'on va fabriquer des enduits, dans tout ça, on va aller chercher des tas de molécules. Et puis tout ça, c'est emballé en général, et l'emballage, c'est vraiment aussi un des gros débouchés de la chimie, avec des emballages simples ou complexes, mais qui vont tous trouver les molécules en amont. Alors, j'ai donné trois exemples juste pour illustrer un petit peu comment est-ce que c'est présent partout. En haut, c'est la transition énergétique. Vous voyez, c'est un tuyau double isolé. Ça peut être du polyéthylène, ça peut être une mousse de polyuréthane, mais tout ça, ça va venir de la chimie. Et quand on voit comment ces tuyaux sont fabriqués, ils vont avoir un grand catalogue d'intrants. Donc, un grand catalogue d'intrants qui vont venir de tas de fournisseurs différents.
J'en ai mentionné deux auxquels on ne pense pas forcément. Là, vous voyez du papier au milieu, le papier commence à remplacer le plastique. Alors, il y a une partie de la chimie qui disparaît. Malgré tout, il faut se souvenir que la fabrication de craft, le principe du craft, c'est de dissoudre les arbres avec de la soude, et que la soude, c'est vraiment un gros produit chimique. Donc voilà, on va avoir cette dépendance vers l'amont. Les encres, les enduits, le papier paraffiné, par exemple, qui souvent remplace le plastique dans certains emballages. La paraffine, ça vient plus ou moins directement de l'industrie pétrochimique. Et j'ai mis du vin bio en bas parce que le vin bio contient des sulfites. Le soufre et le vin, c'est associé parfois de manière regrettable lorsque le vin sent un petit peu trop fort le soufre. Mais même si vous faites du vin bio et que vous mettez de la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, c'est un résidu de l'industrie du traitement des métaux, et on traite ces métaux, le cuivre en l'occurrence, en appliquant de l'acide sulfurique, qui est lui aussi un produit chimique. Donc, il y en a vraiment de partout. Et donc, ce n'est pas étonnant que tout le monde se pose des questions parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une grande variété. Alors, on va peut-être un petit peu juste rapidement fixer un bout de cadre. Vous allez être impliqué et avoir besoin de facteurs d'émission de la chimie, soit que vous traitiez une entité industrielle chimique qui fabrique des produits et qui va se poser ces questions-là. Donc là, on est dans le cadre d'un bilan carbone relativement classique. Ça, c'est un grand périmètre, un paramètre d'attribution. Et vous allez voir aussi aujourd'hui, lorsque vous êtes des utilisateurs, si par exemple vous fabriquez des enduits, des liants qui vont utiliser de la chaux, mais qui vont aussi utiliser des produits qui vont venir de l'industrie chimique, donc vous allez peut-être demander à vos fournisseurs des facteurs d'émission. Alors dans le jargon de la chimie aujourd'hui, c'est en train de s'appeler PCF, Product Carbon Footprint, ou empreinte produit. Dans un cas, on va avoir un périmètre qui est assez large, qui est du berceau à la tombe, hein, comme on fait dans le bilan carbone, cradle to grave, et d'autres qui vont être cradle to gate, avec des exclusions, des inclusions et un certain nombre de méthodologies qui sont en train d'émerger et qui permettent de théoriser un petit peu et d'essayer de quantifier de manière précise et partageable, comparable entre les différents acteurs. Alors voilà, et pour faire l'un ou l'autre, que ce soit pour faire des ACV, du calcul d'empreinte carbone, ou bien alors des bilans carbone, vous allez avoir besoin de ces facteurs d'émission. Alors, quand on fait un bilan carbone ou une analyse de cycle de vie, on a pas mal on voit bien que ces différents postes, ils vont avoir un poids différent. Et nous, ce qu'on voit dans les missions de la chimie, c'est que les matières premières, c'est un incontournable. C'est un incontournable et par trois dimensions. En fait, quand on regarde tous ces postes, on peut les lire en termes d'impact, la part qu'ils vont représenter dans les émissions totales, mais aussi l'incertitude, quelle est la fiabilité des données d'activité et des facteurs d'émission qu'on a, et puis à quel point c'est compliqué de mesurer ce poste-là, la quantité de données à manipuler ou les besoins de modélisation. Et les matières premières, elles vont regrouper ces trois facteurs. Souvent, c'est donc, je l'ai dit, une part très importante, hein, plus de 60%, on voit même des sites jusqu'à 80%. Un fort taux d'incertitude, notamment des facteurs d'émission, et on va y revenir. Et enfin, généralement, il y a beaucoup de matières premières et on peut avoir besoin de modéliser pour compenser les facteurs d'émission qu'on ne trouve pas. L'énergie et les émissions sont deux autres postes qui sont assez importants et spécifiques dans le cadre de la chimie. Alors, l'énergie, c'est souvent une part non négligeable du bilan. On peut avoir des sites qui sont très énergivores, mais généralement, c'est des données, il y a relativement peu de données. On va consommer de l'électricité, éventuellement du gaz, de la vapeur, mais ça va se compter sur les doigts de la main dans la plupart des cas. Et c'est des données qui sont généralement bien suivies et où on a peu d'incertitudes. Elles sont bien mesurées et les facteurs d'émission sont connus. La question des émissions de procédés est une spécificité de la chimie, puisque un certain nombre des réactions qui vont se faire sur les sites vont générer des gaz à effet de serre. Alors, on peut penser au CO2, mais on peut aussi penser au protoxyde d'azote, par exemple. Et c'est souvent un point qui est important. Suivant les procédés, ça peut avoir une part non négligeable dans le bilan. Et aussi, ça peut être un point où on a les données peuvent être plus incertaines, parce que mesurer ces émissions, ces émissions ne font pas toujours l'objet de mesures. Dans certains cas, il faut faire des calculs pour les calculer. Donc, ces trois postes sont généralement très importants pour un site chimique. L'énergie et les matières premières tout le temps, les émissions parfois. Et les matières premières sont souvent le point le plus important en termes de complexité, d'importance dans le bilan et d'incertitude. Alors, si on regarde ce poste des matières premières et des facteurs d'émission, ces facteurs d'émission des intrants, on va pouvoir les trouver de plusieurs façons et
Commentaire, aucune de ces sources n'est parfaite. Idéalement, on devrait pouvoir se tourner vers les fournisseurs et leur demander le poids carbone de ce qu'ils nous vendent. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met en place, mais on en est encore à un degré de maturité relativement faible. En pratique, ce qu'on voit dans nos missions, c'est qu'à peu près 1 sur 5 répondent et donnent un chiffre. La moitié de ceux à qui on pose la question nous renvoient à leur politique RSE générale en disant qu'ils seront compatibles accord de Paris, etc. Et même dans ceux qui donnent des chiffres, en pratique, à peu près 50% sont crédibles, enfin 10% du total sont crédibles en termes des données qu'ils fournissent et encore moins, un certain nombre fournissent non pas leurs chiffres spécifiques, c'est-à-dire de leur usine avec leurs procédés, mais des chiffres génériques de l'industrie. Par exemple, les chiffres du CEFIC, et qui sont des moyennes et qui recouvrent des diversités très importantes. Quand les fournisseurs ne répondent pas, on peut se tourner vers les bases de données pour l'avoir. Certains d'entre vous l'ont fait. Il y a souvent peu de données. Là encore, on est sur des moyennes. Et dans le cas, par exemple, de la base carbone de l'ADEME, on est sur un référentiel français. On peut aussi se tourner vers les bases de données ACV. Donc, il y en a plein, EcoInvent, Gabi et d'autres. Et là encore, ce n'est pas parfait. Dans un certain nombre de cas, ça va représenter des moyennes. Donc, une fois de plus, on est très loin de un poids carbone spécifique qui permettrait de dire je vais plutôt aller vers tel fournisseur ou tel fournisseur. Mais on peut aussi, à l'inverse, avoir des points singuliers. C'est-à-dire que le facteur d'émission de cette molécule, il reflète une usine qui a fait une ACV dans la fin des années 90, par exemple. Et donc, ça a aussi ses limites. Et enfin, en l'absence de ces données-là, il va falloir faire des calculs, regarder les données de la littérature, compiler des données partielles de base de données pour arriver à un calcul. Et là encore, on est assez loin d'un poids spécifique à votre approvisionnement. Et donc, pour estimer la pertinence et l'incertitude des facteurs d'émission qu'on peut trouver, il va non seulement falloir combiner une compétence carbone, mais aussi une connaissance de la chimie et du monde de la chimie. Alors, si on regarde aussi un autre point qui est complexe en chimie, c'est que dans la plupart quand on fait le bilan carbone d'un site chimique, on regarde tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Mais souvent, ces sites chimiques, ils produisent de nombreux produits. Et donc, il va falloir répartir les émissions de cette activité totale au niveau du produit. Et là, ça va te demander de faire des choix. Ces choix, ils vont avoir une influence sur le poids carbone qu'on obtient. Par exemple, un site peut avoir plusieurs procédés et plusieurs matières premières pour faire le même procédé. Il va donc falloir se poser la question de comment on répartit ces matières premières sur le produit. Ensuite, un même procédé, il peut fournir plusieurs produits et même fournir de l'énergie. Un certain nombre de réactions, par exemple, sont exothermiques et vont générer de la vapeur. Il va donc falloir répartir ces émissions entre ces différents produits et l'énergie. Alors, pour répartir, les méthodologies proposent plusieurs solutions. On peut faire des allocations. Alors, ces allocations, elles peuvent être sur la base des masses respectives produites ou de la stoichiométrie. On peut aussi utiliser une clé énergétique ou même une clé financière. Toutes ces options, elles sont possibles. Et ce choix, il va devoir être dicté par ce qui est le plus pertinent en fonction de ce qu'on est en train de faire. Mais il va avoir forcément un impact sur les facteurs d'émission. Et nous, ce qu'on voit, c'est que suivant le choix qu'on fait, on peut faire bouger les facteurs d'émission de façon significative. Enfin, quand on fait une ACV, ce qui est préconisé, c'est d'éviter les allocations et de faire ce qu'on appelle de l'extension de système. Si on prend l'exemple d'un recyclage de plastique, on va considérer que ce recyclage de plastique, il a évité de produire une matière première. Mais ça, le poids carbone qu'on va calculer dans ce contexte-là, il n'est pas utilisable, par exemple, pour un bilan d'émissions. Donc, il s'agit non seulement dans ce cas-là de trouver un chiffre, le facteur d'émission d'une matière première, mais de comprendre le contexte dans lequel le calcul a été réalisé. Et c'est important pour s'assurer que c'est pertinent dans le cas où nous, on va vouloir l'utiliser, que ce soit une fois de plus pour faire un bilan carbone ou calculer le poids carbone de son propre produit. Et puis, on en a parlé, la chimie, comme chaque industrie a ses spécificités. Et il y a un certain nombre de points d'attention à avoir. Je l'ai évoqué, l'essentiel aujourd'hui de la chimie organique vient du pétrole, mais elle peut aussi faire intervenir de la biomasse.
Et là encore, la biomasse peut avoir un poids carbone très différent en fonction de la ressource qui est utilisée, où elle a été utilisée et comment elle a été transformée. Chaque procédé va aussi avoir ses spécificités et avoir ses émissions propres. J'ai fait récemment, par exemple, le bilan carbone d'un site qui voulait aussi son poids carbone et qui a 2 voies de synthèse pour le même procédé, pour le même produit. Le facteur d'émission, il diffère d'un facteur 5. Donc là encore, on voit de façon très importante qu'il y a des vrais mieux-disants à trouver en allant, qu'on peut trouver que certains procédés ou certains produits peuvent avoir un vrai mieux-disant, mais que pour ça, il faut sortir de la moyenne du produit. Enfin, à ne pas oublier, un site chimique a généralement des effluents, qui peuvent être une source importante d'émissions, soit parce qu'on va mettre des produits chimiques pour traiter ces effluents et les rejeter, soit parce qu'eux-mêmes vont émettre des émissions. On peut aussi les envoyer en traitement externe qui, là aussi, a des émissions associées non négligeables. Enfin, on a les déchets et la question du recyclage. Et notamment, quand on va faire une ACV, va se poser la question de savoir quel produit ce recyclage remplace et donc quelles sont les alternatives. Et aussi de se demander quels équilibres on déplace. Et là encore, pour comprendre tout ça, il va falloir savoir comprendre les chaînes de valeur connexes à son industrie. Donc voilà un certain nombre de points qui sont importants à comprendre pour la chimie. Donc des choses qui sont, que ce soit les intrants, le procédé utilisé, les clés d'allocation, les effluents. Enfin, la localisation va avoir une importance également. Un certain nombre de procédés vont être très énergivores. On peut penser par exemple à l'électrolyse, qui est très utilisée dans la chimie minérale. Et là, faire une électrolyse en Allemagne ou en France, ça n'a pas tout à fait le même impact. Donc, pour résumer un petit peu cette première partie sur les facteurs d'émission, le diable est dans les détails. C'est une expression anglo-saxonne. Et c'est important de ne pas seulement chercher un chiffre, mais de bien comprendre le contexte dans lequel ce chiffre a été calculé. Quelle est sa source? Est-ce que c'est une moyenne? Est-ce que c'est un procédé, un site particulier? Quelle a été la clé d'allocation choisie pour répartir entre les différents produits générés par un même procédé? Et quelle est la source des matières premières? La chimie s'organise. Clairement, il y a de plus en plus d'entreprises chimiques qui s'engagent dans une trajectoire compatible avec les accords de Paris. Les normes émergent, on peut parler de Together for Sustainability, du WBSCD, il y a pas mal de méthodologies qui émergent et qui sont cohérentes avec ce qui existe aussi sur l'ACV. Mais par contre, les comparaisons restent difficiles parce que tous ces calculs sont souvent tributaires du contexte dans lequel ils ont été réalisés. Et donc, c'est important de bien le comprendre, non seulement pour avoir un calcul qui est pertinent, mais aussi pour choisir. Si votre matière première représente un poids important dans le bilan, on va se poser la question de comment je peux baisser. Est-ce que quelqu'un a un mieux-disant par rapport à un procédé, un fournisseur a un mieux-disant par rapport à un autre? Et pour ça, il va falloir aller dans les spécificités. Et donc, on le voit bien, pour pouvoir avancer sur ce sujet, il faut non seulement des compétences carbone, pour savoir comment on compte, comment le calcul a été réalisé, mais aussi des compétences de l'industrie pour s'assurer que ces choix ils sont les plus pertinents possibles compte tenu de la réalité physique du procédé et de l'industrie qui est derrière. Alors, dans un instant, Sébastien d'Ecovamed va illustrer en fait ces différents points sur deux molécules particulières que tout le monde connaît. Mais avant qu'on passe à cette partie, est-ce qu'il y a déjà quelques questions qu'on peut prendre? Alors, il y avait une question qui est intéressante parce qu'elle est très débattue, on dira en interne et en fonction de nos différentes sensibilités. C'est que penser du concept de masse balance? On peut peut-être expliquer ce que c'est le concept de masse balance et puis on fera les avocats de la défense et puis avocats de la Cour. Alors, le concept de masse balance, peut-être pour se rattacher à quelque chose que beaucoup de gens comprennent, on va prendre la comparaison avec l'énergie. C'est-à-dire, c'est un peu la même chose que de dire… donc, le mass balance, c'est beaucoup débattu aujourd'hui parce qu'on recycle, par exemple, du matière plastique dans une unité qui n'utilise pas que du plastique recyclé. Et donc, ce qui sort, la question, c'est de dire, est-ce qu'il y a un petit peu de plastique recyclé dans tout ce qui sort ou est-ce qu'il y a un certain nombre, une certaine quantité de la production où on peut dire c'est 100% recyclé. C'est un peu comme dans le mix énergétique
où quelqu'un achète de l'énergie hydraulique. En pratique, on sait bien que les différentes sources ont été dans le réseau électrique et que chacun a un peu de tous les électrons. Donc, le concept de mass balance, c'est un peu ce fléchage, c'est-à-dire de dire, moi, j'ai une part de mon produit qui est, au choix, biosourcé ou recyclé. Les limites, alors, c'est un peu les mêmes que celles qu'on peut retrouver dans l'énergie, c'est-à-dire qu'en pratique, en sortie, on ne peut pas dire telle tonne, elle a été produite avec du recyclé et telle autre tonne pas. Mais il y a un intérêt d'un point de vue financier et économique à favoriser ça. Parce que les usines chimiques sont souvent des très grosses machines et où aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir du 100% recyclé, par exemple. Les limites, il y en a à mon avis deux. Les mêmes limites qu'on peut trouver à l'électricité, c'est-à-dire qu'on s'achète quelque part quelque chose qui n'a pas forcément la réalité physique 100% derrière. L'autre limite, c'est que ça peut être poussé à l'extrême, c'est-à-dire que on peut ne pas respecter la proportionnalité de ce qui sort. Par exemple, un procédé qui fait 3 produits, si j'ai rentré en intrant un tiers de matière recyclée, est-ce que je peux dire que le produit A, il est 100% recyclé et le B et le C, il n'est pas du tout recyclé? Ou est-ce que je dis j'ai 30% de A, 30% de B et 30% de C qui est recyclé? Donc voilà un peu les... et on peut en discuter, c'est un concept qui est compliqué, mais n'hésitez pas si vous souhaitez échanger plus après. Et peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est que ça va peut-être un peu dépendre de la taille du recyclage et du recyclat. Quand on remet un jus de recyclage qui vient de ce qu'on appelle le recyclage avancé aujourd'hui, où on fond la matière plastique et où on la pyrolyse pour la remettre en entrée, si on la remet en entrée de raffinerie, fléchée tonne par tonne, une tonne en entrée vers une tonne en sortie, on sait, pour l'avoir fait techniquement et pour avoir travaillé sur des unités comme ça, que c'est assez difficile en fait de savoir où vont aller les produits. Donc, il y a toujours une forme d'estimation. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, une raffinerie de taille moyenne, les plus grosses unités de recyclage dans la raffinerie moyenne dans laquelle ils sont pratiqués aujourd'hui, ils représentent à peu près 2%. Donc, c'est un petit peu difficile de se dire que ça va vraiment changer le monde en termes d'approvisionnement. Mais ça va beaucoup dépendre effectivement du cas et puis un petit peu de la volonté qu'il y a derrière de dire est-ce que j'ai un objectif progressivement d'augmenter la circularité ou pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des organismes qui donnent des certifications de mass balance comme ça, mais il n'y a pas vraiment du côté du GHG protocole, puisqu'on est en train de discuter avec le GHG Institute, qui est une organisation américaine en fait, qui forme des gens à l'inventaire national. Il n'y a pas aujourd'hui de formalisme autour de ce type il n'y a pas aujourd'hui d'accord pour dire vous pouvez prendre des facteurs d'émission qu'on vous donne à partir de mass balance, par exemple, ou vous ne pouvez pas. Il y a une part de jugement qui est laissée à l'appréciation de celui qui va faire le bilan carbone. Donc voilà, on pourrait faire un truc spécifique sur la mass balance. On va peut-être passer à d'autres questions. Alors, les acteurs avec la double compétence chimie, bilan carbone, il y en a quelques-uns. Il y a aussi des cabinets de conseil, enfin des cabinets d'ACV ou des structures qui font des ACV qui ont plus ou moins cette spécificité chimie, dont certains viennent d'être achetés d'ailleurs. Voilà, donc c'est... Mais effectivement, c'est pas très répandu. L'industrie chimique en elle-même est en train, clairement, notamment les plus grands groupes, de développer des compétences internes pour avoir des réponses de plus en plus complètes par rapport à ça, mais on en est encore loin. Je peux peut-être prendre la question sur l'incertitude. Oui. Alors, l'incertitude, c'est un des points majeurs. On quantifie clairement ce qu'on peut. Il faut être assez, je vais être assez direct. Effectivement, on n'a pas tous les facteurs d'émission. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de quantifier cette incertitude autant que possible. C'est-à-dire qu'on commence à avoir fait pas mal de molécules où on arrive à voir, on n'a pas le facteur d'émission, mais compte tenu de la voie réactionnelle, on peut avoir un ordre d'idée. Et on va regarder ce que ça fait dans le bilan. Si on prend une hypothèse, est-ce que ça change, de combien ça bouge? Par exemple, récemment, j'avais une molécule qui est compliquée, un volume relativement faible dans le bilan, et j'ai supposé que si je mets un poids carbone à 5 kg par kilo ou 6 kg par kilo, ce qui, compte tenu des intrants, ne me paraissait pas aberrant, voilà, quelle est l'incertitude que ça a sur le bilan. Mais c'est clairement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on documente, effectivement, on essaie de
de l'estimer et on donne le plus possible de contexte à ce calcul, tant au calcul qu'on fait en termes de tonnes équivalent CO2, mais aussi au calcul d'incertitude pour expliciter les limites de ce qu'on est aujourd'hui capable de faire. Peut-être on a une question sur le guide sectoriel, je vais peut-être le prendre. On ne sait pas aujourd'hui s'il va être réactualisé ou pas. C'est quelque chose qu'on a utilisé, nous, avec des acteurs de la chimie pour dire il n'est pas très différent des conclusions du WCD sur les guides d'application et sur en fait les scopes à considérer. J'ai vu d'ailleurs un commentaire dans le chat qui dit que le bilan carbone va dépendre effectivement des applications qu'on considère en aval. Parfois, ça peut être compliqué, et si c'est compliqué, incertain, parce que c'est un marché qui est très fragmenté derrière, le marché d'utilisation, par exemple, de l'acide sulfurique, il est tellement grand qu'aujourd'hui, aller calculer un scope 3 aval dans l'acide sulfurique, par exemple, on peut y passer beaucoup de temps avec finalement relativement peu de gains en escompté. Donc, on ne sait pas s'il va être revu, mais c'est une bonne question. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie de faire remonter. Il y a quand même une bonne convergence entre les différents systèmes pour dire que le scope 3 aval, notamment dans un cadre de bilan d'émissions, on fait le plus possible. Et je pense que dans un certain nombre de domaines comme le plastique, comme un certain nombre de produits qui sont utilisés comme fuel ou comme solvant, c'est relativement simple parce que la fin de vie, elle est relativement unique en fonction des produits. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Par exemple, dans un certain nombre de plastiques qui vont aller dans des tas d'applications durables et non durables, les fins de vie, elles sont différentes et donc les estimer, c'est assez difficile. Et on va prendre ça en suivi, à mon avis, de voir si ça va être revu ou pas. Et puis, il y a un certain nombre de questions. Sur la question de la revue critique, nous, c'est quelque chose qu'on pratique pour les bilans carbone. Ce n'est pas, à ma connaissance, prescrit, contrairement à l'ACV dans le cadre où on souhaite communiquer. Mais de la même façon, en ACV, s'il n'y a pas de communication externe, il n'y a pas d'obligation à répondre. On va peut-être passer en termes de… On a bien… Il y a d'autres questions qui sont intéressantes, mais je pense qu'on peut aussi les traiter en groupe après la présentation de Sébastien, et de toute façon, on reviendra à ces contextes-là. Merci pour la richesse des questions. On va passer la parole à Sébastien. Sébastien, Je prends la main. Ouais. Donc, alors justement, pour répondre à une des questions sur le slide suivant, donc Ecovamet, c'est justement un cabinet qui est spécialisé dans l'empreinte carbone et l'éco-conception pour les secteurs de la chimie et de la santé. C'est-à-dire qu'on travaille uniquement pour le monde de la chimie et de la santé. Alors, santé, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc, on va retrouver beaucoup de chimie, de biotechnologie, de plasturgie dans ces secteurs-là. Et on est donc focalisé sur des bilans carbone sites ou des empreintes carbone produits. Donc, on a développé pendant 1 an et demi une approche un peu différente parce qu'on avait le retour des entreprises que c'était souvent assez compliqué, assez long et assez coûteux. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu se focaliser sur un segment qui est finalement très étroit, mais c'était pour apporter une approche un peu plus efficace et donc moins coûteuse, tout en améliorant la qualité des résultats. Donc là, je rebondis sur tout ce qui a été dit avant par Juliette et par Maxime. On se rend compte que la qualité des résultats n'est pas toujours optimale parce que c'est un monde compliqué et que donc un monde un peu de spécialistes. Alors, pour donner quelques métriques, on a évalué plus de 500 produits l'année dernière, allant de la synthèse chimique classique aux produits naturels, aux produits biotechnologiques par fermentation, polymères, voire même des produits finis, des formulations, et ainsi de suite, voire même des sites industriels complets. Donc, l'idée sur la suite, c'est de vous présenter 2 exemples pour présenter un petit peu justement un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte quand on trouve des produits chimiques. Alors, soit dans un bilan d'une organisation parce qu'on achète de nombreux produits et parmi les produits qu'on achète, il y a des produits chimiques, ce qui est très très fréquent, soit parce qu'on est producteur soi-même ou utilisateur et que ça tombe aussi dans son bilan carbone. Donc, on a pris une molécule assez connue et qui finalement reflète bien, on va dire, la vie réelle du monde du bilan carbone. C'est la molécule d'ibuprofène, donc que vous voyez au centre du slide. Alors, c'est une molécule relativement simple pour un médicament. Ça fait partie des principes actifs pharmaceutiques les plus simples. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il y a de très nombreuses voies de synthèse. Et toutes ces voies de synthèse vont avoir des empreintes carbone très différentes. Alors,
Déjà, sur toutes ces voies de synthèse, il n'y en a que 4 qui sont industrielles actuellement et qui sont mises en œuvre dans 3 pays. Et chacune de ces voies va avoir des consommations énergétiques très différentes, des recyclages matières très différents, donc du coup des allocations à étudier, des matières premières très variées, parce que pour évaluer cet ibuprofène, il faut évaluer toutes les autres molécules que vous voyez dans le cadre. Et pour faire référence aux bases de données, même le produit de départ qui est tout à gauche, l'isobutylbenzène, eh ben, on ne va pas le retrouver dans les bases de données classiques qui sont utilisées comme EcoInvent ou Gabi, qui sont les 2 bases de données, on va dire, les plus complètes pour les produits chimiques, mais qui malheureusement ne contiennent que quelques centaines de produits, alors qu'il y a des dizaines de milliers de produits qu'on va rencontrer lorsqu'on fait des évaluations. Et donc, du coup, la nécessité de regarder finement tout ça. Et pourquoi il faut regarder finement, c'est ce qu'on voit sur le slide suivant, c'est que les résultats vont fortement dépendre du lieu de production et du procédé. Donc là, on a mis quelques exemples. C'est une étude qu'on a fait notamment pour BSF, qui est un des producteurs d'ibuprofène et qui souhaitait mieux évaluer son positionnement et les voies d'optimisation pour son produit. Donc, vous voyez ici qu'il y a un facteur 3. Alors, c'est les moyennes qui sont données pour chaque pays, parce que dans chaque pays, il y a plusieurs fabricants. Donc là, c'est la moyenne par pays. Et grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un facteur 3 entre l'usine, on va dire, la plus vertueuse et l'usine la moins vertueuse d'un point de vue empreinte carbone. Donc, si on prend des proxys déjà dans les bases de données, alors il n'y a pas de proxy, l'ibuprofène n'existe pas dans les bases de données. Quand on voit certaines sociétés où, par exemple, si un hôpital veut faire son bilan carbone, il va être obligé de prendre des proxys. On voit que les proxys qui sont utilisés, parfois, ils sont entre 5 et 10. Donc, première chose, c'est qu'on se trompe au moins d'un facteur 2, voire d'un facteur 6 quand on prend des proxys. Si on prend des proxys ou des facteurs d'émission économiques, on voit aussi qu'on va avoir peu de leviers pour construire une trajectoire de décarbonation. Et donc, le but quand même de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou le but de calculer l'empreinte carbone, c'est de trouver des solutions pour réduire ces émissions. Et donc, pour réduire ces émissions, il est donc préférable de mesurer précisément les dites émissions. Donc un calcul précis, c'est ce qui permet d'aller derrière vers de l'éco-conception. Alors les incertitudes, ça a été une question et c'est vrai que c'est très très important. Donc vous voyez que sur tout calcul, on donne des barres d'incertitude sur ces évaluations-là. Donc nous, on utilise une méthode Monte-Carlo, une méthode statistique assez classique avec un bootstrap paramétrique pour les spécialistes. Et c'est ce qui permet d'ailleurs, c'est un peu ce qui est au cœur de la méthode qu'on a pu développer, c'est de se dire qu'on peut se permettre une très grosse incertitude sur quelque chose qui est faiblement contributeur et vice-versa, quelque chose qui est très contributeur, il faut une petite incertitude. Et c'est comme ça qu'on fait un calcul itératif qui permet d'optimiser la qualité des résultats. Alors, deuxième exemple qu'on voulait également partager, c'est le PVC. Donc, cette fois-ci, un polymère très connu également, qu'on retrouve dans énormément de produits et qu'on retrouve, nous, dans d'ailleurs beaucoup d'études dès qu'on a affaire à des produits de plasturgie, notamment. Alors, le PVC, donc lui, il existe dans les bases de données. Donc, c'est un cas assez différent de l'ibuprofène. Et si on prend par exemple les bases de données EcoInvent ou Plastic Europe ou voire même la base carbone de l'ADEME qui l'inclut, on va retrouver les chiffres qui sont représentés par le carré orange, le triangle gris ou le rond rose. Donc en fait, ces chiffres, ce sont aujourd'hui dans les bases de données des moyennes pour l'Europe qui ont été faits par l'association professionnelle Plastic Europe, qui sont reprises après dans d'autres bases de données, et qui dépendent grosso modo du procédé de polymérisation du PVC. Donc première chose, on peut voir qu'on a 30% d'écart si on ne sait pas forcément choisir. Alors après, on peut faire une moyenne du marché, enfin, il y a certaines façons de prendre une valeur moyenne, mais on voit qu'on a un certain écart.
En revanche, ce que ne donnent pas les bases de données, c'est la diversité qu'on peut avoir d'un pays à un autre. Et le PVC est un cas assez critique de ce point de vue-là, comme le précisait Juliette auparavant sur les produits qui sont faits par électrolyse. Donc, un des composants du PVC, si on revient 2 étapes avant, c'est le chlore. Et le chlore utilise beaucoup d'électricité pour être produite. Et donc, tout ce qu'il y a en aval de la chaîne du chlore est très dépendant du lieu de production. Et donc, pour donner un exemple assez simple sur le PVC, eh bien, on peut avoir un facteur 10 en fonction du lieu de production en raison du facteur d'émission de l'électricité, mais également en fonction du procédé amont, parce qu'il se trouve que la petite étoile violette tout en haut, c'est un procédé amont qui est très différent des étoiles, enfin des pays qui sont représentés par les étoiles en bas. Et en plus d'être fait dans un pays où l'électricité est très carbonée, en plus le procédé amont est beaucoup plus carboné. Donc, ce qu'on voulait mettre en exergue sur ce slide, c'est que si on prend une entreprise qui fait des tubes PVC ou qui fait des dispositifs médicaux qui contiennent du PVC, si vous prenez une moyenne, on va dire des bases de données, vous obtiendrez un chiffre, vous pourrez faire un calcul d'incertitude, mais vous serez très limité dans l'éco-conception que vous pourrez faire par la suite, parce que finalement, vous n'aurez pas un peu le détail qui vous permettra de dire il vaut mieux choisir tel polymère fait par telle technologie, si possible de tel fournisseur. Et donc, c'est cette profondeur-là qui nous semble importante à apporter quand on fait face à des produits de la chimie. Donc, du coup, en conclusion, très rapidement, sur ces 2 exemples, ce qu'on voulait dire, c'est que tout d'abord, pour les entreprises qui achètent des produits chimiques ou qui fabriquent des produits chimiques, avoir une approche, on va dire, spécialisée sur cette question-là, ça nous paraît très important, à la fois pour avoir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou des empreintes carbone qui soit le plus juste possible, mais également pour pouvoir déterminer des trajectoires de décarbonation les plus robustes et les plus efficientes possibles. Et deuxième conclusion, c'est plus pour la communauté des sociétés de conseil climat-carbone. On pense que c'est tout à fait pertinent de travailler en réseau et de partager, on va dire, nos savoir-faire. Nous-mêmes, on n'est pas spécialiste de tous les sujets et je pense que chaque société est un peu spécialiste de quelques segments bien particuliers. Et donc, on voit bien que quand on est sur ce type de segment, on a tout intérêt à travailler en réseau et en collaboration pour qu'au final, le client qui a besoin d'une prestation de qualité puisse avoir quelque chose de robuste sur lequel s'appuyer. Voilà en ce qui concerne ces exemples. Super, merci Sébastien. Alors, il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Oui. Je vais peut-être sur l'ensemble de la présentation jusque-là. Juliette, si tu as une question à poser? Peut-être sur celle des écarts. Donc, qu'est-ce qui explique ces écarts entre différents produits? Je vais peut-être répondre de façon générale et puis Sébastien pourra élaborer. Non, ce n'est pas seulement les scopes. Alors, les scopes peuvent être clairement une source de différence. La plupart des cas, je pense qu'on fait référence aux chiffres que montrait Sébastien, et nous, c'est ce qu'on voit aussi dans l'émission qu'on fait, c'est souvent le détail. Donc, par exemple, un procédé, je vous parlais de l'exemple d'une molécule qui est faite par un des clients qu'on a suivi. Ils ont sur le même site, donc avec la même source d'énergie, 2 procédés qui fabriquent la même molécule. Dans un cas, le produit, de par la spécificité du procédé, d'un des procédés par rapport à l'autre, 5 fois plus d'impact. Donc là, on est clairement sur comment est fabriqué le produit. D'autres sources, sur ces mêmes procédés, là, il se trouve que l'usine est en France. Si elle était en Allemagne, juste avec le poids carbone de l'électricité allemande par rapport à l'électricité française, on aurait une différence d'impact de 30%. Donc, peut-être qu'un point qui est important, c'est que c'est souvent lié à la spécificité. Donc, l'énergie mise en œuvre, l'intégration thermique éventuellement, quelles matières premières sont utilisées, quels procédés. C'est vraiment donc c'est complexe, mais ce qu'il faut aussi garder, c'est que ça vaut le coup. Parce que ce qu'on voit au travers des calculs qu'on fait, c'est qu'il y a des vrais mieux-disants. Et donc, dans une volonté de décarboner, c'est important d'aller à ce niveau de détail-là parce qu'il y a
La France, en général, a un vrai mieux-disant de par son électricité. Dans un certain nombre de cas aussi par ses procédés, puisqu'on a des exigences environnementales qui sont plus fortes que dans un certain nombre d'autres régions du monde et depuis plus longtemps. Et donc, ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment des voies qui sont plus vertueuses et plus vertes, pour utiliser un mot à la mode, que d'autres. Sébastien, je te laisse après élaborer peut-être sur le… Ouais, et alors sur les scopes pris en compte, on est toujours sur les scopes 1, 2 et 3. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que parfois, certains acteurs donnent des facteurs d'émission uniquement avec les scopes 1 et 2. Donc, grosso modo, on regarde 10-15% de l'empreinte carbone et on oublie les 80% restants. Donc là, l'objectif, c'est vraiment scope 1, 2 et 3. Et sur le scope 3, c'est le scope 3 amont, parce qu'on est sur des empreintes carbone cradle to gate, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de l'usine, comme indiqué par Maxime en début de présentation. Et sur le scope 3, on a l'habitude de tout prendre, c'est-à-dire de prendre toutes les catégories, que ce soit les achats de matière, les déplacements, les investissements, les déchets, bien évidemment. Mais l'objectif est généralement d'essayer de prendre en compte toutes les catégories du scope 3. Et donc, du coup, on a construit comme ça des bases internes pour pouvoir estimer certaines catégories qui ne sont pas toujours faciles à avoir. Et pour peut-être compléter, mais je pense que c'était déjà très complet ce que tu as pu dire sur les écarts. Nous, ce qu'on voit, c'est les rendements, le nombre de kilos matière par kilo de produit fini qui va varier beaucoup aussi d'un procédé à un autre. Le type de combustible utilisé pour la vapeur. La vapeur est dans l'industrie chimique un très gros pourvoyeur d'émissions carbone sur les procédés et il y a beaucoup de possibilités pour générer cette vapeur. Les déchets, la gestion des déchets, ça va beaucoup varier aussi d'une société à une autre, les recyclages. Donc on va retrouver là voilà, les grands éléments. Pour rebondir sur la partie revue critique, je vois que la question n'a pas été Sébastien, fermée. je voulais juste dire quelque chose sur le TFS, donc Together for Sustainability. On a pu participer à la revue critique de la mise en place du TFS qui a sélectionné dans les scopes, et tu en as parlé, on en a parlé souvent ensemble. Ils ont sélectionné parmi les scopes amont un certain nombre de choses, et notamment l'isommobilisation. Ils sont pas arrivés à se mettre d'accord, et les plus grands qui étaient partenaires de TFS et qui ont fortement influencé les calculs ont dit à tout le monde de les exclure. Donc, les scopes peuvent expliquer un petit peu aussi quand même la différence. C'est un peu trop tôt pour savoir si TFS va vraiment s'imposer comme un standard et que toutes les sociétés chimiques vont finalement se mettre d'accord pour publier tout ça. Aujourd'hui, on est encore vraiment en balbutiement de tout ça. Donc, je vais juste apporter ce petit. Et c'est vrai que le TFS l'a exclu parce que pour les grands chimistes, souvent, c'est négligeable, cette partie-là. Par contre, on fait certaines empreintes sur des produits cosmétiques ou d'autres produits plus forte valeur ajoutée. Une usine 10-20% de l'empreinte carbone du produit. Donc, on se rend compte que dans certains cas, c'est pas. Je vais enlever la caméra, ouais. Ouais. Prends peut-être une question complémentaire. Alors, vous demandez à nous. Peut-être prendre celle sur plus on va dans le détail, plus ça a un coût. Quel est le bon équilibre? C'est une très très bonne question. Dans le TFS donne une guidance qui est plutôt intéressante. Ils disent qu'il faut vraiment se poser des questions sur 95% du volume et avoir au moins 98% de justesse. Ça va dépendre, et je suis désolé, je n'ai pas de réponse très simple par rapport à ça. Ça va un petit peu dépendre, et nous on l'a vu dans des produits formulés notamment. À l'échelle d'un site, si on fait un bilan carbone de site, peut-être qu'il y a des produits comme des dispersants, des adjuvants, des colorants, des pigments qui vont avoir à l'échelle du site une contribution qui est négligeable. Par contre, pour la gamme de produits blancs et pour le compound blanc qui va être fabriqué, dans ce cas-là, il va falloir aller chercher un petit peu. Donc on fournit en plus du bilan de carbone pour certains de nos clients des petits outils de calcul de PCF. Et en fonction des gammes de produits les plus populaires et celles sur lesquelles ils ont des détails, on va aller chercher les détails un petit peu plus loin. Mais je suis d'accord que ça a un coût et c'est clair que c'est une histoire de Pareto, puis essayer d'avoir le plus possible
de précision pour le sujet en question. C'est public, donc on peut en parler. Henkel, par exemple, a demandé à tous ses fournisseurs de donner des poids carbone. Donc, quand ces fournisseurs fournissent des produits qui sont eux-mêmes formulés, il va falloir faire cette analyse, il va falloir savoir si effectivement il faut aller chercher quelques produits qui représentent des pouillèmes et qui peuvent être très importants dans la formulation. Je donnais un exemple, quelqu'un qui fabrique un liant, par exemple, à base de plâtre, il y aura beaucoup de chaux dedans. La chaux, c'est pas très énergivore parce que finalement, il faut une pelleteuse pour aller la chercher et la disperser. Et puis, par contre, on va rajouter des produits, des pigments, des liants, des stabilisants qui vont présenter 5% seulement du massique de la formulation, mais qui vont peut-être doubler ou tripler le poids carbone si c'est des complexes. Donc voilà, il n'y a pas de réponse unique et une fois encore, on en revient à estimer ses ordres de grandeur, à avoir ses outils pour essayer d'affiner, faire une première passe et puis ensuite se poser des questions. Parce qu'on est tous en train d'apprendre, en tout cas dans le domaine de la chimie, tous ces trucs-là, donc on pense qu'on va essayer d'avancer ensemble. Et pour parler peut-être un autre exemple d'un grand groupe, BASF, par exemple, a clairement une volonté affichée de calculer et s'organise en fonction, enfin, Sébastien pourra élaborer, mais effectivement, construit des outils pour pouvoir avoir ce type d'information-là. On n'en est pas encore, par contre, à communiquer. Enfin, clairement, l'industrie s'organise et commence le voyage plutôt que le termine. Juliette, tu peux peut-être prendre la question sur les revues critiques par des cabinets extérieurs. Je crois que Sébastien voulait élaborer. Ce que je dirais, c'est qu'on le fait et qu'après, nous, on le fait, on se l'applique à nous-mêmes. Ce n'est pas une exigence sur le bilan carbone, mais on le fait. Et que l'ACV, c'est requis pour pouvoir communiquer vers l'extérieur. Voilà. Ouais, alors, je peux peut-être compléter. Si on suit la norme GHG protocole, c'est recommandé s'il y a une communication externe quand on fait une empreinte carbone qui est une revue critique interne ou externe. Pour répondre en même temps à la question d'après, si on veut considérer un calcul valide et communicable, c'est donc fortement recommandé de faire une revue critique. Si le calcul est fait en interne, on peut la faire en externe, par exemple. Par contre, si on veut suivre la norme ISO 14067 pour les empreintes carbone, là, c'est obligatoire de faire une revue critique externe pour pouvoir la communiquer. Donc, tout dépend de la norme que l'on veut suivre. Comme le plus souvent, c'est la norme GHG protocole, j'aurais tendance à dire que c'est fortement recommandé. Et pour continuer, pour répondre rapidement sur les facteurs d'émission de l'électricité. Peut-être juste un point sur ce qui est considéré comme valide et communicable. Moi, je rajouterais que on peut, à partir du moment où la revue critique a été faite, on peut communiquer. Moi, je trouve que c'est important, et ça, c'est vraiment une opinion personnelle, de ne pas fournir juste un chiffre, mais la base du calcul de ce chiffre, et non pas seulement un contexte. Parce qu'on l'a vu, ça peut influencer beaucoup. Donc, il y a aussi ce qui est communiqué avec le chiffre qui me paraît important. Oui, tout à fait. À minima, dire quelles sont les catégories et les scopes qui ont été pris en compte et s'il y a eu des allocations, comment elles ont été faites. C'est souvent deux points assez critiques qui sont toujours bons à indiquer. Sur les facteurs d'émission, il y a la base de l'énergie, de l'Agence internationale de l'énergie, qui est la base la plus robuste, on va dire, par rapport. Il faut éviter les bases éco-inventes ou même la base carbone qui donne pour les autres pays que la France des valeurs un petit peu anciennes. Entre ACV et empreinte carbone, je prends un peu au vol pour essayer de rester dans le timing. L'ACV, c'est la méthodologie qu'on applique pour faire une empreinte carbone. C'est-à-dire que l'ACV, c'est une méthodologie où on fait un inventaire et après on valorise cet inventaire avec des facteurs d'émission. Et donc l'empreinte carbone, c'est un des impacts qu'on peut évaluer par ACV. Il y a généralement 16 impacts au global, eutrophisation, acidification, consommation d'énergie, et ainsi de suite. Et donc, je dirais que l'empreinte carbone, c'est un cas spécifique de l'ACV mono-impact. Peut-être juste un point, se méfier dans le cadre d'une empreinte, de pourquoi on va utiliser des chiffres et des émissions évitées, puisque de bien faire, notamment des chiffres d'impact carbone qui peuvent venir d'une ACV peuvent inclure des émissions évitées. Et du coup, ce facteur d'émission, il n'est pas... On le voit bien quand on regarde la base carbone de l'impact de l'ADEME qui est faite pour les bilans carbone, elles enlèvent ces facteurs d'émissions évitées, ces émissions évitées
Donc, c'est un point d'attention parce qu'il peut y en avoir dans des calculs d'ACV et que dans un bilan attributionnel, on ne doit pas le prendre en compte. Y a-t-il des pistes d'éco-conception après ACV pour améliorer l'empreinte carbone? Oui, c'est le but. Voilà, une fois qu'on fait son ACV et que l'on détermine l'empreinte carbone à l'issue de cet ACV, ça permet toujours de déterminer des pistes pour réduire cette empreinte carbone. Et c'est vraiment même le moteur, je dirais, de 80-90% des empreintes carbone, c'est de pouvoir définir des pistes d'éco-conception. Et donc, on va aller regarder les déchets, l'énergie, les rendements, les recyclages, voilà, l'utilisation de consommables, les émissions fugitives, si on utilise des groupes froids avec des gaz réfrigérants. Ça permet, la façon dont le calcul est fait, permet justement de faire remonter toute une série d'actions qui peuvent être quantifiées. Donc, une fois qu'on les a quantifiées, après, on peut les prioriser. Et cette priorisation, c'est ce qui permet de construire une trajectoire de décarbonation ou une trajectoire de transition climatique. Mais c'est vraiment la base de l'ACV, l'empreinte carbone est vraiment la base sur laquelle on s'appuie pour construire tout ça. Et de la même façon, pour un bilan carbone, c'est là aussi où le facteur d'émission, quand la matière première est un point important dans le bilan, avoir un facteur d'émission pertinent avec un peu d'informations sur pourquoi permet aussi d'avoir la même chose quand on va dire, voilà, quelles sont les actions de mon fournisseur pour baisser ou quelle est mon alternative pour aller sourcer sur un procédé mieux disant. Donc oui, c'est clairement. On va peut-être prendre une dernière question qui est un peu une question d'ouverture. Et puis comme ça, il y a encore d'autres questions auxquelles on essaiera de répondre par écrit. Quelqu'un a posé la question, Nathalie Campion, toutes ces analyses sur l'effet de la chimie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de la biodiversité? Il y a un début de prise en compte. Pour moi, la réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, on travaille, nous, avec des gens qui essayent d'avoir des analyses multicritères qui permettent de considérer toutes les différentes opportunités. On va trouver, par exemple, des chemins réactionnels qui, effectivement, ont un plus bas poids carbone, mais qui vont faire appel à plus de ressources en eau ou vont générer plus de pollution dans l'eau qui va finir par impacter par la biodiversité. Donc, il y a des tentatives, effectivement, de prise en compte de tout ça. Je dirais que pour la chimie, l'utilisation du carbone et des facteurs d'émission a été malgré tout quelque chose d'assez structurant parce que on est toujours dans des processus d'amélioration continue et la chimie a réduit son empreinte carbone de 40% à peu près les 20 dernières années en France. Il y a un vrai effort autour de tout ça et il y a clairement une volonté de monter en compétence aussi sur les analyses multicritères. Mais bon, plus on rajoute de critères et plus c'est compliqué, mais il y a vraiment cette volonté. Je crois qu'on peut dire qu'il y a cette volonté-là.